Bonsoir, c'est officiel, le président de la République Macky Sall a promulgué la loi sur la baisse du prix du loyer, mais déjà des agents immobiliers cassent l'euphorie. La mesure, paradoxalement, selon eux, pourrait causer une flambée du coût du loyer dans la capitale. La manifestation du syndicat unitaire de travailleurs de la santé et de l'action sociale et la réaction aussitôt des autorités de tutelle. Le ministre rencontre les syndicalistes demain vendredi. La mairie de Grand Yoff, objet de convoitise entre deux pôles censés cheminer ensemble, les partisans de Aminata Touré de l'APR d'une part et ceux de Khalifa Sall d'autre part. La tension est déjà perceptible à quelques mois seulement des élections locales. L'invité de l'entretien est clair. Ce soir, Thierno Bokoum du parti Réuni. Nous surfons ce soir sur les plus grosses vagues de l'actualité nationale. Et puis l'enquête ce soir déniche un des facteurs qui explique la baisse de niveau des élèves au Sénégal. Diafar Rabat et Adena Sow nous démontrent l'origine du mal qui découlerait de la réforme de l'entrée en 6e. Le chef de l'État Macky Sall a promulgué la loi sur la baisse du prix du loyer, une baisse qui risque de provoquer une hausse. Aussi paradoxale que cela puisse paraître, c'est la conviction des agents immobiliers, une flambée qui devrait plus se faire ressentir à Dakar. Alioune Diagne, Cheikh Abdou Kadir Mbacké Seck. La loi sur la baisse du loyer promulguée par le chef de l'État, une mesure qui pourrait engendrer d'autres conséquences. Le prix du loyer risque de flamber encore si l'on en croit les agents immobiliers. Si un locataire vient voir une agence immobilière ou bien un bailleur, mais ils vont d'abord discuter. Le locataire a un besoin. Donc il va falloir qu'il satisfasse ce besoin. Il a besoin du bailleur. Et en ce moment, il va falloir qu'il discute. Puisqu'il n'y a pas un prix bien déterminé, si j'ai une chambre que je souhaite louer à 30 000 francs, avec la loi, je vais fixer le montant par exemple à 50 000, voire 60 000. En ce moment, on va discuter et on va baisser les 29%. Ça reviendra à la même chose. Par exemple, actuellement, les gens qui payent déjà 30 000, ça c'est forcément, on va appliquer les 29%. Mais les locations à venir, tu es obligé d'augmenter un peu le prix pour atteindre le maximum. Pour certains agents immobiliers, des incongruités sont notées dans l'élaboration de la loi qui n'a pas tenu rigueur du respect de la surface corrigée. Au Sénégal, chaque zone, il y a le barème de prix des mètres carrés. Par exemple, on peut dire que le mètre carré c'est à 50 000. Tu vois quelqu'un qui achète ici à la zone de captage 300 mètres carrés à 30 millions. Pourtant, l'acte est enregistré au niveau des impôts et domaines. Si on avait respecté le barème des mètres carrés, peut-être le prix va descendre. Selon ces agents, les autorités devraient proposer une baisse en fonction des zones géographiques pour résoudre la lancinante question du loyer à Dakar. Ils auraient par exemple fait la fixation des prix du terrain par zone et ensuite la fixation du prix par zone. Par exemple, on aurait pu proposer par exemple dans la zone de Grand Yoff le prix minimum d'une chambre 20 000 francs et le prix maximum 25 000 ou bien 30 000. À partir de ce moment, on peut proposer un taux. Des mesures d'accompagnement pour permettre aux bailleurs de ne plus courir derrière des arriérés sont entre autres des pistes de solutions. Maintenant que la loi est promulguée, l'application sera effective à la fin de ce mois, selon la commission chargée de cette question. Le ministre de la Pêche devant la représentation nationale, Ali Haïdar, répond aux questions des députés. Le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, Moustapha Diakhaté, avait formulé la demande de son audition, demande consécutive à l'arraisonnement d'un chalutier russe à Dakar pour pêche illicite. En ligne de l'hémicycle, Lissa Prera, bonsoir. Bonsoir Khalifa Diakhaté. Qu'est-ce qu'on peut déjà retenir de cette audition? C'est que c'était une rencontre entre le groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar et Ali Haïdar, le ministre de la Pêche et de l'économie maritime. Objectif, expliquer aux députés les tenants et aboutissants de l'affaire des deux bateaux russes, bateaux arraisonnés avec une cargaison de 1000 tonnes de poissons. Comme sanction, les Russes ont dû débourser près de 600 millions de francs CFA. Il a été aussi question de revoir le code de la pêche, dont certaines dispositions vont être durcies pour davantage protéger nos ressources halieutiques. Il a été aussi question de
d'aller voir nos compatriotes de la CEDEAO pour un peu harmoniser nos lois sur la pêche dans nos pays respectifs. Khalifa Diakhaté, c'était l'essence de l'information ce soir ici au Terrou-Bi. Merci beaucoup Dissa Prera. Le navire Oleg Naidanov, d'ailleurs libre de reprendre le large. Le commandant a réglé en effet l'amende de 400 millions de francs CFA exigée par les autorités sénégalaises. Les acteurs de la pêche apprécient, même si certains d'entre eux auraient souhaité des sanctions un peu plus lourdes. Yoff exige pour sa part que le nouveau code de la pêche prenne en charge la question du contrôle et surtout de la surveillance des eaux territoriales. Diafaraba Fatimaba. Ils ne sont pas tous satisfaits de la libération du bateau russe qui a payé une amende de 400 millions de francs CFA au trésor public. Certains pêcheurs et mareyeurs trouvés sur ce quai de pêche s'attendaient à des sanctions beaucoup plus lourdes. Ce sont de grands bateaux et avec ce qu'ils pêchent sur nos côtes, ils gagnent des milliards. Donc moi je pense sincèrement qu'ils devaient payer plus que ça parce qu'ils nous causent d'énormes préjudices. Si on pouvait les interdire nos eaux, ce serait mieux parce qu'ils gagnent plus que cette somme qu'ils doivent payer comme amende et ce n'est pas juste. Nous, on ne peut même plus avoir de poissons. C'est une excellente chose de prendre cette décision-là, surtout qu'il y a une condamnation qui veut que ces bateaux-là puissent payer une certaine somme d'argent qui va entrer dans les caisses de l'État. C'est une excellente chose. Le ministre Ali Haïdar annonce un nouveau code de la pêche avec des peines allant jusqu'à la confiscation de bateaux coupables de pêche illicite. À ce propos, les réactions sont mitigées. Confisquer ces bateaux qui pêchent illicitement chez nous est une très bonne idée et on doit appliquer cette mesure. C'est ce qui est juste même parce que ce qu'ils font, c'est du pillage. On n'a qu'à confisquer les bateaux comme ça, eux. Quand ils verront qu'on a confisqué un bateau, ils n'auront plus la possibilité de venir. Bon, ils vont s'y remettre, quoi, tu vois. Bon, moi, c'est ce que je trouve, et puis je dis que c'est une bonne initiative, et puis je l'encourage aussi. Hein. C'est peut-être aller trop vite en besogne. Une telle décision, si elle doit être prise, je crois qu'il y a une concertation préalable. Parce qu'une telle décision, si elle s'applique, peut amener à une condamnation quelque part. Parce qu'une rupture diplomatique ou des problèmes diplomatiques peuvent surgir. Vous trouvez que c'est sévère? Là, je trouve que c'est extrêmement sévère. Je crois que c'est un nouveau code qui va venir. Mais ce qui est certain, les experts vont se pencher là-dessus. Les pêcheurs sont unanimes sur la nécessité de protéger le secteur de la pêche. Ils appellent à plus de vigilance. Nous voulons que la mer soit gérée. Tu vois, il y a un staff qui est chargé de cela. Tu vois, la pêche maritime, il n'a qu'à venir sillonner les zones. Parce que la nuit, les bateaux descendent jusqu'à la rive ici pour pêcher, quoi. Ce qui n'est pas normal. Tu vois. Et puis le matin, ils vont dans la haute mer. Ça c'est inadmissible. On n'arrive même pas à trouver des poissons. Qu'ils nous aident à mieux protéger notre mer. Le Sénégal avait demandé la somme d'1 milliard de francs CFA aux bateaux russes pour la réparation des infractions, une somme revue à la baisse à la demande de la Russie. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale invite à la table des négociations les syndicalistes du Sud-SAS. Awa Maricol Sek les rencontre demain. En effet, aujourd'hui, ils étaient dans les rues de Dakar. Une marche de dénonciation du non-paiement d'arrêt de salaire. Tierno Laurent Mendy, Fatou Kinedem. Nous demandons la restitution intégrale des salaires. Non-paiement des arriérés de salaire des contractuels, des heures supplémentaires, affectation arbitraire, entre autres points revendicatifs, les blouses blanches haussent le ton. Et pour protester contre les affectations arbitraires de nos camarades de Louga, il s'agit aussi de payer les 2 mois d'arrière de salaire aux contractuels qui la plupart sont dans des zones difficiles. Il y en a même qui prennent les pirogues, même ne serait-ce que pour aller prendre le salaire. Nous avons aussi 2 trimestres impayés de motivation, bon, plus maintenant les effets collatéraux de ces audits. Qui ont, disons, privé de salaire des pères de famille qui n'étaient ni dans le panier jaune ni dans le panier rouge. Le syndicat unitaire des travailleurs de la santé et de l'action sociale n'est pas seul dans cette marche. Le cadre unitaire des syndicats d'enseignants soutient le SUTSAS. Ils partagent presque les mêmes revendications. La santé et l'éducation sont les 2 mamelles qui doivent permettre au Sénégal un décollage économique
et une souveraineté effective. Ce ne sont pas des secteurs à fragiliser, ce sont des secteurs à renforcer. Et quand nous avons des travailleurs dans ces secteurs-là, ils doivent être motivés et non démotivés. Nous sommes logés, nous sommes embarqués dans la même galère. Les affectations arbitraires, nous en connaissons. Une rencontre entre le ministère de tutelle et le SUTSAS est prévue vendredi pour évoquer d'autres points. Il s'agit de l'indemnité de logement, il s'agit de l'indemnité de risque à indexer au salaire, mais il s'agit aussi du relèvement du budget de la santé à 15% au moins, mais il s'agit aussi entre autres du statut du personnel, des établissements publics de santé, mais du recrutement aussi en gros, parce qu'on ne peut pas concevoir qu'on recrute 5000 et quelques travailleurs, dont 533 seulement pour la santé, alors qu'on parle de couverture médicale universelle. Il y a une armée de chômeurs qui sont là. Alors pour faire quoi? Qu'est-ce qui va faire tourner toutes ces structures-là? Voilà. Le SUTSAS, après plusieurs mois d'accalmie sur le front social, décide de déterrer la hache de guerre pour exiger de meilleures conditions de travail. 60 étudiants mauritaniens laissés à eux-mêmes à Dakar, c'est du moins leur sentiment, des boursiers sans aide, ce depuis bien 5 mois, une galère accentuée à leurs yeux par l'indifférence, selon eux, des autorités consulaires de leur pays à Dakar. Le sit-in a démarré depuis hier. Ces étudiants mauritaniens font partie des 60 boursiers qui courent derrière 5 mois d'arriérés de bourse. Nous sommes en sitting depuis hier, où on a passé la journée et même passé la nuit, dans le seul but de réclamer le droit des étudiants, c'est-à-dire leur bourse qu'on devait les payer depuis le mois d'octobre. Avec 3 mois de retard et la galère que les étudiants ont ressenti ce jour-là, on a continué de faire la pression auprès de nos autorités pour qu'ils puissent franchement comprendre cette souffrance. Affectés par cette situation, les étudiants mauritaniens ont préféré assiéger leur représentation diplomatique. Selon eux, ces locataires sont restés indifférents à leur sort. Ici, on est au Sénégal, il faut payer le loyer, et surtout la majorité des étudiants sont à la faculté de médecine. Il faut aussi payer les cours, payer le transport des stages et payer tout ça. Et les autres filles, tout ce problème-là, ils n'essaient même pas de venir en aide pour les étudiants. Le jeudi passé, on faisait le système pacifique. On est venu ici, nous sommes entretenus avec les autorités, ils ont donné leur parole que leur argent sera bientôt transféré et ils auront leur argent le mardi ou plus tard mercredi. Et à notre grande surprise, mardi, ils nous appellent pour dire que finalement, le message qu'ils ont reçu, c'est une fausse information et ils n'ont pas encore envoyé l'argent. Les grévistes n'entendent pas quitter leur chancellerie sans rentrer dans leur fonds. Nous avons décidé de rester et continuer à soutenir notre personne jusqu'à qu'ils nous viennent en aide. Parce que franchement, on ne peut plus accepter 2 mois de retard. Franchement, comme vous savez, c'est excessif. Et nous, on en a marre de cette situation. Donc, les autorités de l'ambassade de la Mauritanie, malgré toutes les tentatives, n'ont pas voulu se prononcer sur les inquiétudes de leurs ressortissants. Direction de la protection des végétaux, 2 grévistes de la faim évacués d'urgence à l'hôpital aujourd'hui. Ils laissent derrière eux des collègues affaiblis mais déterminés à aller jusqu'au bout. Je rappelle que ces travailleurs de la DPV s'insurgent contre des licenciements abusifs. La direction générale, pour sa part, parle de simple fin de contrat. Grand Yoff en politique, les partisans d'Aminata Touré de l'APR et les proches de Khalifa Sall du Parti Socialiste se regardent en chien de faïence. À l'origine de cette tension bien perceptible sur place, la perspective des élections locales de juin prochain. Les 2 partis censés cheminer ensemble, bien sûr, dans le cadre de la coalition Benno Bokk Yakaar, jouent déjà des coudes vers la mairie de Grand Yoff. C'est un sujet de Alioune Diagne et Ibrahim Kamara. La commune d'arrondissement de Grand Yoff, un populeux quartier de plus de 400 000 habitants où cohabitent des ténors de l'arène politique. Parmi eux, le maire de Dakar, Khalifa Sall, et la première ministre Aminata Touré, tous 2 ayant leur base politique à Grand Yoff. Pour nous, si nous sommes dans une coalition, nous devons tout faire pour aller ensemble, gagner ensemble et gérer ensemble. En tout cas, moi, l'idéologie que j'ai, c'est d'aller ensemble avec l'APR. Maintenant, si les apéristes peuvent prendre peut-être le risque de sortir et d'aller seuls, bon, ça n'engage que. Le cheminement des 2 partis marqué ces derniers temps par des activités parallèles, des signes qui annoncent une évidente rupture au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar. C'est au niveau de tous les camps. Parce que nous avons une identité, nous avons un parti qui s'appelle l'APR.
il y a un autre parti qui s'appelle le Parti socialiste. Les règles de fonctionnement ne sont pas les mêmes. Le plan d'action n'est pas le même. Donc par rapport à cela, de ce point de vue-là, c'est tout à fait normal des fois quand nous organisons des activités politiques qu'ils ne soient pas associés. Par contre, quand nous organisons... Mais bien sûr, au niveau de la coalition Benno Bokk Yakaar, je crois qu'on parle le même langage. Mimi Touré l'apériste ou Khalifa Sall le socialiste, le choix des Grands Yoffois semble mitigé. Ni Mimi Touré, ni les gens qui sont là, les soi-disant responsables de l'APR à Grinf, vraiment ne peuvent pas quand même mobiliser les jeunes de Grinf. Khalifa Sall, il suffit de faire une caravane à Grinf, de conscientiser, de sensibiliser et d'éduquer un peu les gens par rapport à ce qui s'est passé. Il a la chance quand même de reprendre la commune de Grinf. Les dés sont jetés. La commune d'arrondissement de Grand Yoff est tant convoitée par plusieurs ténors politiques, vu le poids électoral de la localité. Le salon de l'agriculture à Saint-Louis, la mécanisation de l'activité est au cœur des échanges dans la capitale du Nord. Les producteurs, banquiers et autres acteurs se sont retrouvés en effet sur la nécessité de matérialiser ce projet de mécanisation de l'activité agricole dans la vallée du fleuve. Objectif bien entendu, faire accroître le rendement de la production. Ibou Cissé d'Audesobre. Cette coupure du ruban marque l'ouverture officielle du salon de l'agriculture organisé à Ndiaye, une localité située à une trentaine de kilomètres de Saint-Louis. Ce salon, une occasion pour les organisateurs d'inviter les producteurs à la modernisation de leur agriculture. Les producteurs, ils n'ont pas accès, disons, à ces équipements agricoles qui coûtent relativement cher. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons convié ces producteurs, nous avons convié les institutions financières à venir assister à ce salon qui permettra de mettre en synergie nos efforts pour qu'ensemble, que ce soit un partenariat gagnant-gagnant. Une rencontre bien appréciée par les agriculteurs de la localité, mais ils souhaitent un allègement des modalités pour l'acquisition du matériel. Nous, tous les partenaires, nous on est vraiment à la recherche de partenaires. Et tous les partenaires qui peuvent booster la production en rapport, en collaboration avec les producteurs, nous on est preneurs. En tout cas, on accompagne aussi bien l'agrobusiness, les producteurs, l'exploitation familiale et même tous les groupes cibles des producteurs. Si on a Matforce qui fait une exposition et on sait la réputation de Matforce dans la vallée, je crois que si on a des banquiers qui sont ouverts pour ouvrir des crédits aux clients, je pense qu'on demande tellement maintenant, tout cela devrait être corroboré à une solution au niveau de la commercialisation. Le salon a été l'occasion d'échanger entre producteurs et organisateurs sur les difficultés du secteur dans la vallée. Des solutions ont d'ailleurs été annoncées par les initiateurs de l'événement. Nous allons dans un premier temps nous impliquer davantage dans la préparation des campagnes agricoles. En amenant avant la campagne les équipements qu'il faut, en ayant du stock de pièces de rechange dans notre antenne qui est à Saint-Louis et en ayant sur site disons, un service après-vente qui va assurer la maintenance préventive et même la maintenance curative des équipements que nous commercialisons. Ce salon de l'agriculture se déroule du 22 au 24 janvier. Il regroupe les partenaires étrangers, les banques et les agriculteurs pour la relance de la riziculture dans la vallée afin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire au Sénégal. Le point de l'actualité internationale, un récit de Daniel Diouf. Centrafrique d'abord, où la présidente de transition, Catherine Samba, a pris ses fonctions ce jeudi. Elle a prêté serment sur la charte de transition. La cérémonie abritée par le palais de l'Assemblée nationale à Bangui, où siège le Conseil national de transition. Elle succède à Michel Djotodia, qui avait renversé le régime de François Bozizé en mars 2013. Michel Djotodia contraint à la démission le 10 janvier sous pression des dirigeants d'Afrique centrale, soutenus par la France. La nouvelle présidente centrafricaine qui réclame d'ailleurs le renforcement de son armée pour combler le gap sécuritaire laissé par les insuffisances de cette institution. Et la première journée de la conférence de paix de Genève sur la Syrie, achevée mercredi dans un climat très tendu. Pour la première fois, dignitaires du régime de Damas et opposants en exil se sont rencontrés à Montreux en Suisse. Une première journée de discussion marquée par des divergences importantes, notamment sur la question du sort du président syrien Bachar al-Assad. L'opposition accuse Assad de crimes de guerre. Elle estime que son maintien au pouvoir n'était pas envisageable. Le ministre syrien des Affaires étrangères, lui, n'envisage pas que le président syrien se plie aux pressions extérieures.
Pour les pays occidentaux et les pays arabes qui soutiennent l'opposition syrienne, les États-Unis en tête, la mise en place d'une autorité transitoire implique le départ immédiat de Bachar al-Assad, ce que le gouvernement russe réfute catégoriquement. Les deux camps ont prévu de se retrouver vendredi pour amorcer des négociations. Enfin, la France, où l'Assemblée nationale vient d'adopter définitivement le projet de loi sur la fin du cumul des mandats, 313 voix pour et 225 contre. Dès 2017, il sera donc impossible de cumuler un mandat exécutif comme celui de maire et un mandat parlementaire comme celui de député, sénateur ou parlementaire européen. Beaucoup d'élus sont concernés par cette loi. Ils devront donc faire des choix. Bonsoir. Bonsoir Khalifa. Football d'abord pour démarrer cette page des sports. Et une fois n'est pas coutume, on ne parle ni de Ligue 1 ni de Ligue 2, mais de National 1 en clôture de la première journée. La Jeanne d'Arc tenue hier en échec par Cœur Major Diouf de Mour 0-0. À l'issue de cette rencontre qui s'est déroulée au stade d'Amba Diop, l'entraîneur de Cœur, Momar Diouf, se dit satisfait du point obtenu, mais regrette l'excès de précipitation de ses joueurs. Du côté de la Jeanne d'Arc de Dakar, on parle d'inexpérience. Nous écoutons la réaction des deux entraîneurs au micro de Cher Sali Boutiara. Coïncide avec notre première sortie. Donc vous avez vu en premier mi-temps, on a joué avec le vent, mais les gosses étaient un peu crispés. Donc raison pour laquelle on s'est procuré pas mal d'occasions, mais par manque de lucidité, les gosses n'ont pas pu scorer. Donc en deuxième période, avec le staff technique, nous avons pu rectifier le tir. Donc malgré qu'on a joué contre le vent, mais on a eu une bonne présence dans le camp adverse. Comme en premier mi-temps, on a été dominateur avec beaucoup d'occasions, mais aussi toujours par manque d'efficacité, on n'a pas pu scorer. Donc l'objectif de Cœur Major à chaque année, c'est de prendre les match par match. Donc aujourd'hui, nous avons un point. Les occasions se sont présentées devant le but, mais ils étaient trop pressés. Et aussi un manque d'expérience de leur part, parce que ce sont des gosses qui viennent de Maïtan et qui n'ont jamais joué de championnat national. C'est pour cela, c'est ce qui nous a un peu handicapés. Notre objectif, c'est de monter en L2. Et Inch'Allah, s'il plaît à Dieu, on aura des réels. Parce qu'on a 8 joueurs qui ne sont pas encore qualifiés et qui sont de bons footballeurs, qui pourraient nous apporter quelque chose à l'avenir. Et vous verrez ça sur le terrain, Inch'Allah. La Fédération sénégalaise de football reconnaît-elle la nouvelle direction de la Jeanne d'Arc de Dakar qui a demandé un report de match mais qui ne l'a pas obtenu? Ce refus ne peut être assimilé à une non-reconnaissance. Justification de Jean Mendez, un des vice-présidents de la Jeanne d'Arc de Dakar, qui annonce d'ailleurs une rencontre avec les dirigeants de l'instance fédérale. Les précisions de Jean Mendez, toujours au micro de Cher Sali Boutiara. Il faut savoir qu'il n'y a pas de camp Issalé, ni de camp Mendes, ni de camp Menendou. C'est la GIA qui nous intéresse. Ce match-là a été programmé aujourd'hui. Nous avons fait un déplacement à la fédération vendredi pour demander le report. Il nous a été refusé. Donc il n'était pas question de venir ici au stade aujourd'hui pour empêcher que ce match-là ait lieu. Parce qu'il s'agit de la GIA tout simplement. Le fait qu'ils ne le reconnaissent pas, parce qu'on attend ce samedi-là pour que la fédération statue sur ce problème que nous sommes en train de vivre avec le temps opposé. La bataille n'est pas perdue et le lot est perdu. Football sur le continent avec le CHAN 2014. Le premier tour s'est achevé hier. On connaît les 8 équipes qualifiées pour les quarts de finale. Nous faisons le bilan des phases d'élimination et également connaissance avec ces affiches de quarts de finale. Abdelaziz Kane. Les rideaux sont tombés sur la phase de groupe du championnat d'Afrique des Nations 2014. Dans le groupe A, le Mali s'est qualifié haut la main en terminant à la première place avec 7 points. Les Aigles ont surpris agréablement d'entrée en dominant le Nigeria avant de concéder un match nul face à l'Afrique du Sud pour prendre le chemin de la victoire contre le Mozambique. Le Nigeria, vainqueur de la CAN, arrive à la deuxième position avec 6 points. Après une mauvaise entame avec cette défaite face au Mali, les Super Eagles ont su réagir en battant tour à tour le Mozambique et l'Afrique du Sud. La déception de ce groupe A reste l'élimination de la nation hôte, l'Afrique du Sud qui n'a pu accrocher que la 3e place avec 4 points. Le Mozambique, avec 3 défaites, ferme logiquement la marche. Dans un groupe B très serré, le Maroc et le Zimbabwe arrachent les 2 premières places pour les quarts de finale avec 5 points chacun. L'Ouganda passe à la trappe avec 4 points
tandis que le Burkina déçoit et termine à la dernière place avec 1 point au compteur. Le Ghana n'a pas tremblé dans le groupe C. Les Black Stars terminent à la première place avec 7 points. L'équipe libyenne s'est illustrée en terminant derrière le Ghana avec 5 points. Les 4 points décrochés par le Congo-Brazzaville sont insuffisants pour prétendre à la qualification. L'Éthiopie rentre bredouille avec 0 points. Dans le groupe D, le Gabon reste intouchable avec 2 victoires et 1 match nul pour terminer à la première place. La République démocratique du Congo arrache la deuxième place avec 6 points. Le Burundi s'est bien comporté dans l'ensemble, mais se voit éliminé avec 4 points. Enfin, la Mauritanie aura fait un dur apprentissage avec 3 défaites. Les quarts de finale du championnat d'Afrique des Nations seront disputés ce samedi et dimanche, avec comme principales affiches Nigeria-Maroc et Ghana-République démocratique du Congo. Le Mali fera face au Zimbabwe, tandis que le Gabon sera opposé à la Libye. Et puis, énorme coup dur pour l'AS Monaco et la Colombie. Falcao sorti hier sur civière lors du 16e de finale de la Coupe de France. Monaco contre Chasselet, victime d'une lésion du ligament croisé intérieur du genou gauche. L'attaquant doit être opéré dans les prochains jours. Sa participation au Mondial 2014 est fortement compromise, sauf le miracle, puisqu'avec ce genre d'opération, l'indisponibilité est de 6 mois minimum. On reste en France pour parler justement de cette compétition de Coupe de France. Montpellier a créé la surprise en battant au Parc des Princes le PSG, 1-2. La bande à Ibrahimovic ne réalisera donc pas le Grand Chelem cette année. En Italie, Clarence Seedorf a connu sa première défaite en tant qu'entraîneur. Le Milan AC a été battu par Udinese 2-1. En Espagne, Coupe du Roi, quart de finale aller, le FC Barcelone se rassure, s'imposant largement devant l'Éventé 4-1. Et puis en Angleterre, demi-finale de la Coupe de la Ligue, Manchester United éliminé par Sunderland à l'issue de séances de tir au but. Au bout de 120 minutes, l'équipe de David Moyes avait juste réussi à parvenir à faire son retard. On parle de transfert. L'international égyptien du FC Bâle, Mohamed Salah, va rejoindre Chelsea, âgé seulement de 22 ans. Celui qu'on surnomme le Messi de l'Égypte va vraisemblablement remplacer Juan Mata, annoncé avec insistance à Manchester United. On termine avec de la lutte. Le mouvement Pékin par les Pékinois dignette à l'implantation de sur le site du Technopole. La priorité des priorités demeure la construction d'infrastructures en faveur du développement de la localité. Ils ont tenu hier une conférence de presse à laquelle ont assisté Chertidiane John et Dembana. Le mouvement Pékin par les Pékinois reste formel. Non à la construction d'une arène nationale sur le site Technopole. L'unique poumon vert de la banlieue dakaroise, ce collectif des habitants porte toujours le combat. L'impact d'abord sur trois plans. L'impact sur le plan écologique, il y a l'impact sur le plan touristique et il y a l'impact aussi sur le plan économique. Mais tout d'abord, je voudrais dire et réaffirmer ici que la zone qui doit abriter ce complexe est une zone non édificante. Donc, l'implantation de cette arène nationale ne répond pas du tout aux orientations du décret du président de la République du 15 octobre 2002, ordonnant l'élaboration de programmes d'action pour la sauvegarde des Niayes et des zones vertes. Face à la presse, les habitants de la commune réclament à la place un centre éducation et sport. Il y a une possibilité dans le cadre de la fonction technique de faire du sport-éducation qui permet de se lier aux équipes de la Ligue et d'avoir des centres au niveau de Pékin pour pourvoir à ces différents clubs les ressources humaines dont ils ont besoin en matière sportive. La formation éducation-sport sera articulée autour du sport proprement dit, pour tenir compte du savoir-faire ou des compétences des jeunes, mais il sera allié à l'éducation. La ville de Pékin, devenue commune de plein exercice depuis 1992, dispose selon le MP3 plusieurs atouts pour construire un développement durable. Voilà Khalifa pour l'essentiel de l'actualité sportive. Merci à vous, Mme Fatouli. À demain.
Cette complainte qui sonne comme un refrain en chœur, aussi bien du côté du corps enseignant que dans les foyers, avec les parents d'élèves bien sûr, le niveau des élèves baisse. Nos reporters ont entamé l'enquête pour en trouver les causes justement. Premier élément glané sur le terrain par Amina Sow, les effectifs pléthoriques dans les établissements publics sénégalais, et tout serait parti de la réforme de l'entrée en 6e. Un cauchemar pour les enseignants, l'angoisse des parents devant l'échec quasi certain de leurs enfants, très peu encadrés de ce fait. Regardez. Des effectifs pléthoriques dans les classes, une réalité dans les écoles publiques sénégalaises. Et très souvent, les classes de 6e sont les plus affectées. Et nous avons en fait 8 classes de 6e qui tournent autour de 80 élèves par classe. Bon, j'ai 77 élèves, oui, en 6e, en français, en classe de français. Oui. Il y a certains, il y a des choses qu'on ne peut pas faire pour manque de temps. On ne peut pas regarder ce que chaque élève fait. On ne peut pas le faire. Parce que si nous avions un nombre restreint, on peut regarder et vérifier tout ce que chaque élève fait. Mais ici, avec le nombre, ce n'est pas possible. Ce collège compte 8 classes de 6e. Dans chaque salle, on dénombre plus de 60 élèves. Un état de fait qui n'est pas sans conséquence sur le niveau des élèves. Le niveau est faible. Il y a un faible niveau. On peut même rencontrer certains cas des élèves qui ne peuvent pas bien écrire leur nom de famille, tout ça, ils ne peuvent pas écrire ça. On est obligé, par exemple, de se sacrifier vraiment, de s'investir à fond pour essayer de relever un peu le niveau. On fait 2 devoirs par semestre plus la composition. Nous avons déjà fait un devoir, il reste un autre devoir à faire avant les compositions ou bien après les compositions. Mais moi, en tout cas, je dois faire 2 devoirs. Au minimum, je dois le faire. Mais quand il s'agit du devoir, vous voyez, les élèves sont à 3. Le travail n'est pas objectif. Tu vois, ça permet aux autres de tricher. Pour ces enseignants, les acteurs de l'éducation devraient revoir le système d'évaluation de l'entrée en 6e. Bon, je pense que il va falloir revoir ce système. Parce qu'il y a des répercussions qui sont un peu négatives, quoi, au niveau de l'arrivée des élèves en 6e. Donc, et ces répercussions, par exemple, pour les corriger, je crois que peut-être il faut s'attaquer vraiment à la racine du problème, quoi, du mal. S'il fallait créer des écoles de formation au niveau du CM2, une fois que l'élève sort du CM2, il va faire une formation en menuiserie ou bien en électricien, ou bien je ne sais pas moi. Pour vous, c'est la meilleure méthode? Pour moi, c'est la meilleure méthode, puisque l'enfant qui vient en 6e, il ne pourra pas suivre. Il ne pourra pas suivre, puisque son CM2 est raté. Ce sureffectif découle, selon certains, des politiques étatiques qui ont favorisé le passage automatique au cycle secondaire. Thierno Bokoum avec moi sur ce plateau. Thierno Bokoum de Réumi d'Idrissa Seck, l'ancien Premier ministre et maire de Thiès. Monsieur Bokoum, bonsoir. Oui, bonsoir Khalid. Tout d'abord, l'actualité de votre formation politique. Comment se porte le leader de votre formation politique, Idrissa Seck? Très bien, Idrissa Seck se porte très bien. Il est actuellement à l'étranger en voyage. Comme vous le savez, c'est un consultant, donc il est là-bas pour son travail, il va très bien. Très bien, donc là-bas, il est là-bas au niveau personnel, professionnel, personnel un peu. Oui, parfaitement, mais bon, il habite au Sénégal, donc il sera là très bientôt. Très bien. Alors, avez-vous des retours de sa part au sujet de cette série de défections que vous vivez en ce moment? Non, pas forcément. Ce que je peux dire par rapport à ces séries de défections, je pense que la presse l'a souligné. Au niveau de Réumi, ça ne pose pas de problème. D'abord sur le principe. Comment il le vit, lui? Vous en avez des retours? Ben non, je ne peux pas évoquer cela. Ce que je peux dire par rapport à cette affaire, c'est que sur le principe, nous n'avons pas de problème. Parce que nous sommes dans un parti libéral, donc il est libre à tout un chacun d'appartenir à un parti ou de sortir d'un parti pour aller rejoindre un autre parti. Nous n'avons pas de problème à ce niveau. Avez-vous échangé là-dessus avec lui, même de Paris? Je préfère ne pas répondre à cette question. Bon, ça mérite d'être clair. Alors, on continue à parler de Idrissa Seck qui a pleuré
lors d'une interview, lorsque mon collègue lui a partagé avec lui le sentiment de beaucoup de Sénégalais qui lui reprochaient d'être loin des réalités sénégalaises. Aujourd'hui, il subit à peu près le même reproche au sein même de son parti, de ses plus proches collaborateurs. Oui. Et si, du coup, Al-Amin avait raison là-dessus? Oui, je pense, Khalifa, que sur cette question, il faut être précis. Idrissa Seck, effectivement, a pleuré ce jour-là parce que les Sénégalais n'avaient pas compris. Malheureusement, il y a eu véritablement un combat contre Idrissa Seck pendant plusieurs années. Contre sa personne, il a été persécuté. Nous étions à ses côtés, nous et beaucoup d'autres personnes. Nous savons ce qu'il a subi. Donc ce n'est pas aujourd'hui qu'on va revenir pour dire qu'il a été distant, etc. C'est une question qui doit être évacuée, parce que ce n'est pas ça l'homme Idrissa Seck. Le reproche vient aujourd'hui de ses plus proches collaborateurs, d'anciens collaborateurs. Oui, ce que je peux dire par rapport à ça très rapidement, parce que je ne ferai pas de polémique sur les reproches de ceux qui nous ont quittés. Ce que je dis très clairement, c'est que leurs propos d'hier peuvent répondre à leurs propos d'aujourd'hui. Avant, ils défendaient Idrissa Seck, aujourd'hui, ils l'attaquent. On n'a qu'à prendre leurs propos d'hier pour défendre leurs propos d'aujourd'hui. Idrissa Seck n'a pas changé. Nous sommes dans un parti organisé, il l'a dit, c'est l'an zéro de la politique. Nous avons engagé un processus de structuration du parti. Vous avez tous vu les tournées à l'intérieur du pays avec le directeur des structures, M. Déthié Fall. Nous avons créé une plateforme d'accueil de Sénégalais qui veulent venir adhérer à notre parti à travers le secrétariat national qui est géré par le frère Omar Sarr, qui est chargé de l'accueil et de la réorientation. Nous sommes en train de massifier le parti et nous avons des instances qui fonctionnent. Je vous donne un exemple accessible. Massifier un parti que des hauts responsables quittent tous les jours pratiquement aujourd'hui. Non, les hauts responsables, vous savez, quand vous êtes dans le parti et que vous voyez cette ruée qu'il y a, les gens qui viennent de partout, qui demandent à adhérer, à acheter la carte, vous n'êtes pas inquiété. Il faut que je précise une chose. Il y a un débat qui s'est posé dans notre parti pour voir s'il faut sortir de Benno Bokk Yakaar ou rester dans Benno Bokk Yakaar. Certains qui avaient décidé, qui avaient voulu qu'on reste dans Benno Bokk Yakaar, ont décidé aujourd'hui d'aller rejoindre le camp du président Macky Sall. C'est de leur droit. Nous, ce que nous constatons, et ce que nous retenons, c'est que nous devons être là pour les intérêts des populations, être là pour défendre les préoccupations des Sénégalais. Donc nous avons choisi de nous écarter de ce groupe, nous avons choisi de prendre en charge les préoccupations des Sénégalais, c'est cela qui nous importe. Liberté, libre de dire ce qu'on a envie de dire, responsabilité, mais également la vérité. Alors toute cette distance qu'on reproche à votre leader par rapport aux Sénégalais, nous continuons à dire la vérité. Alors toute cette distance justement qu'on lui reproche, qu'est-ce qu'elle signifie finalement? C'est pour prendre un recul, pour mieux penser les préoccupations des Sénégalais? Il n'y a pas de distance. Il n'y a pas de distance. Je pense que quand même Idrissa Seck a un parti, il l'a dit, nous sommes à l'an zéro de la politique. Nous avons des instances qui sont là. Vous savez, on nous a refusé le récépissé à un moment donné. Il y a eu des instances qui fonctionnaient pour faire en sorte que le parti soit mis en orbite. Nous sommes en période de structuration. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un président, il y a des responsables, il y a un travail qui se fait, comme dans les partis normaux. Donc il n'y a pas de distance, il n'y a pas de difficulté à ce niveau-là. Et ça, je pense que c'est très clair. Très bien, alors que cela émane de détracteurs ou d'opposants ou d'autres partis est une chose, que cela émane des Sénégalais en est une autre, et d'autant plus quand cela vient d'un leader d'opinion, mais d'un religieux qui embouche un peu la même trompette que nos collègues. Peut-être qu'on lui a... Vous savez, je ne ferai pas que de commentaires. Je pense que c'est un chef religieux que nous respectons tous. Ce qu'il faut noter, c'est que peut-être qu'on lui a induit en erreur en lui disant que voilà ce qui se passe. Parce que vous savez, le marabout n'a jamais été dans nos réunions. Donc ce qui se passe là-bas, peut-être on lui a transmis un message qui a été biaisé. Mais le plus important, c'est que nous sommes dans un parti qui fonctionne normalement, qui a des responsables
qui travaille tous les jours au service du parti et au service du Sénégal, qui a des militants engagés, déterminés, qui sont là pour s'opposer. Parce que ce qu'il faut comprendre, Khalifa, c'est que nous avons un défi à relever dans ce pays, c'est le défi de l'opposition. Très bien. Justement, comme nous sommes à 6 mois des élections locales, les départs se répètent. Cela semble conforter un peu les propos de Maître Nafissatou Diop qui estime que Rewmi n'a pas d'avenir. Je ne commente pas les propos. Je dis très clairement, pour justement parler de l'avenir d'un parti ou d'un individu, il faut être très proche de Dieu. Je pense qu'il n'y a que le Seigneur qui sait qu'il y a de l'avenir. On parle d'avenir politique. Qui a de l'avenir, qui n'a pas de l'avenir. On parle d'avenir politique basé sur les faits. Je donne ma langue au chat. Ce que je dis très clairement, c'est quand un parti se massifie tous les jours, quand un parti a un leader courageux, qui a des convictions, qui a de l'expertise, qui avait dit le 25 mars que cette voie-là n'est pas la bonne. C'est le président Macky Sall lui-même qui a dit que le Yolu Yokote ne peut plus être appliqué, on va changer. Alors Bokoum, quels sont les éléments que vous nous livrez ce soir pour justement nous confirmer que le parti se massifie, puisque les éléments que l'on voit, que l'on palpe, c'est que justement le parti s'effrite, les gens partent. Écoutez, je vous dis tout de suite, au moment où je vous parle, Omar Sarr est à 250 km de Dakar pour aller ouvrir la porte à des Sénégalais qui ont demandé à adhérer dans Rewmi. Au moment où je vous parle. Très bien. Et ça se fait tous les jours. C'est l'accueil au siège, c'est l'accueil dans les réseaux sociaux, c'est partout. Très bien. Les gens viennent nous voir pour adhérer dans Rewmi. Ce parti-là vit. Voilà. Alors, vous m'avez appris en début d'entretien qu'il a été question d'étudier en commission ce projet de loi sur la déclaration de patrimoine qui a été finalement retiré. Quelle information vous pouvez nous livrer là-dessus? Non, je ne sais pas si cela a été retiré ou pas. Vous m'avez dit qu'on allait parler de ça. Je vous ai dit hier, on devait l'étudier en commission. Malheureusement, on nous a dit que la date... en fait, la commission est reportée à une date ultérieure. Alors pour parler du projet de loi, ils l'ont pas dit. Le projet de loi en soi, comment est-ce qu'il a été accueilli au sein de votre formation politique? Très bien accueilli. Vous savez, je vais vous dire, ce projet de loi sur la déclaration de patrimoine, il y avait déjà un projet de proposition de loi que les députés avaient élaboré avec le Forum civil. On va tester, on va voir entre les deux documents ce qu'il en est exactement, mais c'est un travail extrêmement sérieux qu'il faut fournir dans ça. Nous sommes habitués avec le gouvernement de nous parvenir des projets, d'utiliser la procédure d'urgence et très rapidement on vote, après on retrouve les failles. Très bien. Ce qu'il faut, c'est examiner en profondeur les projets de loi, aussi bien les projets de loi que les propositions. Parfait. Merci Tiano Bokoum. À quel moment est-ce qu'on peut espérer revoir sur le territoire national Idrissa Seck et le maire de Thiès? Très bientôt. Inch'Allah. Inch'Allah. Excellente soirée sur TFM. Au revoir.